Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui à Isieux et à tous ceux qui nous suivront en ligne aujourd'hui. J'espère que tout fonctionnera bien. Et je vous présente donc maintenant les personnes qui sont à mes côtés. Jacques Védrine, tout d'abord, qui est professeur de médecine légale, psychiatre et expert honoraire. Il a joué un rôle important dans l'association qui a fondé la Maison d'Isieux, le Mémorial d'Isieux. Il a joué un rôle important aussi lors du procès Barbie. Il est avec nous, il est avec nous depuis quasiment le début du mémorial en 1994. À ses côtés, Laurence Collerotte, psychologue, qui est l'une des grandes animatrices de ce colloque. C'est elle, avec Simon qui est à ses côtés, également psychologue, qui a eu l'idée de ce colloque et qui a beaucoup travaillé à la réussite de cette journée. Voilà, je les remercie donc. Ils auront l'occasion de toute façon de s'exprimer tout à l'heure. Je laisse la parole à Jacques Védrine. Merci. Quelques mots très brefs. Nous ne sommes pas dans une salle de conférence universitaire. Nous ne sommes pas dans un amphi habituel. Nous sommes à la Maison d'Isieux. Et je pense important de souligner que c'est dans ce cadre-là que nous allons échanger, que nous allons communiquer entre nous sur un thème tout à fait central concernant les psychotraumatismes et les enfants. Maison d'Isieux, lieu de mémoire bien sûr, mais aussi de halte, de partage, lieu à la portée universelle, mais aussi unique, où la vie et la barbarie se sont télescopées brutalement un jour d'avril 1944. Un groupe de 44 enfants a été arrêté, déporté dans d'ignominieuses conditions, puis au terme du chemin, exterminé comme les 11 000 enfants juifs de France assassinés par les nazis. Mais, et c'est l'honneur d'un autre visage de la France pendant cette période, une majorité d'autres enfants ont pu échapper à cette fin tragique grâce à tout un écheveau de protections diverses, organisations de secours, institutions confessionnelles ou non, communautés telles que le Chambon-Solignon ou le village de Die, familles surtout. Les enfants d'Isieux, avant la rafle, bénéficiaient de ce même environnement protecteur pour la plupart d'entre eux. Ce rappel trop bref n'a d'autre ambition que de souligner l'intrication profonde de destins apparemment opposés entre les enfants disparus, et à cette occasion je souligne le travail remarquable de Serge Klarsfeld qui a ravivé la mémoire de ces enfants disparus et continue toujours à le faire, et dont l'importance dans la vie de la Maison d'Isieux est considérable. Enfants disparus et les enfants survivants. Ces derniers, en effet, souvent à leur insu, ont été soumis à des contraintes psychiques dont les effets peuvent perdurer au-delà même de leur propre génération. Il suffit d'évoquer chez les enfants cachés l'impact identitaire, le vécu d'abandon, parfois le changement de patronyme, une conversion religieuse de circonstance, le questionnement sur l'implication personnelle de cette situation. Régine Weintrater, dans son remarquable ouvrage Sortir du génocide, a évoqué les enfants emblèmes de la survie du peuple juif. Ou encore Nadine Fresco, dans son article sur la diaspora des cendres, évoquant la procuration des morts sur les vivants avec un inachèvement du travail de deuil. Donc, face à ce pernicieux cheminement du processus de déshumanisation, on ne saurait trop souligner le rôle capital des étayages individuels ou collectifs, permettant le déplacement d'une dynamique personnelle et relationnelle qui, avec le maintien de capacités élémentaires de résilience, œuvre à la reprise de la socialisation et à l'ouverture à la vie, la pensée, la création. Mais il arrive que remonter la pente de cette déshérence soit ardue, comme le souligne dans un autre remarquable ouvrage Hélène Epstein, ouvrage intitulé « Le traumatisme en héritage »,
préfacé d'ailleurs par Boris Cyrulnik. Un des effets insidieux, écrit-elle, du traumatisme est qu'il peut figer sa victime dans le temps, empêchant sa croissance naturelle, son développement, le changement. Et d'ailleurs, les survivants des génocides, poursuit-elle ailleurs, Shoah, arméniens, cambodgiens, rwandais, trouvaient futile et malsain de ressasser la perte de leur famille, de leur communauté, de leur pays, de leur langue, de leur culture. Et ceux qui le faisaient rencontraient peu de compassion. La honte est liée à la victimisation. Donc, au-delà des circonstances historiques, de la diversité des lieux et de cultures, une approche clinique doit servir de fil rouge aussi bien pour une meilleure compréhension de la souffrance et ses expressions symptomatiques que pour une mise en place de dispositifs d'aide allant de consultations centrées sur les avatars transgénérationnels ou des consultations pour migrants et exilés, à l'exemple du centre Primo Levi à Paris. Il a existé aussi à Lyon, elle existe, j'espère toujours, une consultation pour migrants à laquelle a fortement contribué Gérard Bendriem, le fils du médecin de la colonie, Albert Bendriem, qui avait été arrêté et déporté en janvier 1944. Actuellement, il existe de nombreuses consultations de psychotraumatologie, mais peut-être souffre-t-elle d'une relative méconnaissance de la dimension historique du trauma et ses particularités contextuelles. Il faut lever aussi un malentendu. Cette approche clinique, faisant souvent appel aux théories du trauma, a pu susciter des réserves de la part des rescapés eux-mêmes qui évoquent une psychiatrisation abusive au détriment de la dimension politico-historique. Sans négliger ce risque, une approche psychodynamique non stigmatisante a toute sa place à côté d'écrits, de témoignages, de création littéraire et artistique. Puisse donc ce colloque dont le projet et l'organisation doivent tant à Laurence Collerotte et Simon Pintel et l'équipe de la Maison d'Isieux, dirigée par Dominique Vidot, contribuer, grâce aux intervenants, que je remercie d'avoir accepté de participer à cette reconnaissance mémorielle. Reconnaissance à la fois hommage, bien sûr, mais aussi reconnaissance, exploration, investigation, à jalonner l'approche de ces figures du psychotraumatisme. Face aux aspects volontiers déroutants de celle-ci, des réponses toujours plus adaptées doivent être inventées pour aider les enfants, même parvenus à l'âge adulte, soumis à des situations chaotiques et destructrices, propres aux catastrophes inhumanitaires dont l'extinction apparaît hélas sans cesse repoussée. Bonjour, donc moi je suis Simon Pintel, vice-président de l'association du Musée mémorial des enfants d'Isieux. Et c'est une grande joie de vous avoir parmi nous, en vrai comme ça, et aussi en ligne, pour aborder pour la première fois à Isieux cet aspect si particulier et dramatiquement universel qui va mêler l'histoire à l'intime, celui de l'impact psychologique de la Shoah des enfants et des enfants dans la guerre, ainsi que des conséquences de l'exil. La Maison d'Isieux est l'un des rares lieux de la mémoire en France dans lequel la présence des enfants est si forte. Cela nous a donc paru important que nous puissions tenter de mieux nous représenter et comprendre les destins des enfants survivants, dont on ne parle que très peu. C'est un grand honneur de recevoir nos intervenants aujourd'hui, David Chabin, Marion Feldman, Yoram Mouchnik, Boris Cyrulnik, Alain Sautreau, Jeanne Allaire Cailly-Guerroy, Paul Ajac et Jacques Védrine. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour alimenter nos débats qui, je sais, seront très riches. Bonne journée.